Voilà, nous poursuivons notre programme ce matin, excusez-moi, ce matin avec des retours d'expérience. Je suppose que vous attendez tous avec impatience ce moment important où nous allons donc écouter les professionnels du terrain témoigner de leur expérience sur cette visite. Dans un premier temps, je vais recevoir Sandrine. Bonjour. Bonjour. Sandrine, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes médecin militaire à l'hôpital d'instruction des armées de Percy. Vous avez été médecin donc, au service des urgences pendant une dizaine d'années. Et puis depuis 3-4 ans maintenant, vous êtes responsable du service qualité et gestion des risques. L'hôpital Percy est un hôpital militaire qui accueille à la fois une patientèle civile et une patientèle militaire, bien sûr, et qui s'est porté volontaire pour pouvoir donc faire la visite de certification qui s'est déroulée chez vous en juin 2021. Voilà. Donc, dans un premier temps, effectivement, donc votre intervention va porter sur le travail en équipe, qui est un enjeu essentiel de cette démarche de certification. Ma première question, c'est effectivement, travail en équipe, pour vous, qu'est-ce que ça représente? Quelle est votre approche du travail en équipe sur lequel vous avez travaillé donc, au sein de l'hôpital Percy? Alors, tout d'abord, nous avons identifié dans la nouvelle certification 2 notions du travail en équipe. Une première qui est en lien avec le service lui-même et la façon en fait dont les professionnels, les soignants, vont se coordonner entre eux, sachant qu'ils sont justement de différentes professions, avec des temporalités variables, des tâches différentes à accomplir. Et donc, la façon dont ils vont communiquer entre eux au sein de ce service, mais également avec les intervenants extérieurs. Et il y a une autre dimension qui est celle du patient, puisque le patient va circuler dans l'établissement au cours de son parcours, qui peut être complexe. Il peut être simple, mais il est souvent plus complexe. Et donc, ce qui va être analysé et ce que nous avons travaillé, c'est la façon dont ces professionnels vont communiquer entre eux pour pouvoir sécuriser cette prise en charge du patient. D'accord, donc effectivement, ça apporte déjà une des précisions concernant cette notion de travail en équipe. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment vous, à Percy, vous avez développé le travail en équipe à partir du manuel, effectivement. Quel lien vous avez fait? Comment vous allez pouvoir faire le lien entre ces critères du manuel et votre réalité du quotidien? Donc, dans le manuel, comme il a été détaillé, sur le chapitre 2, qui est surtout sur le travail en équipe, nous avons quatre points importants. Donc, tout d'abord, la pertinence qui est discutée au sein des équipes. Donc là, nous avons cherché à mettre en avant tout ce qui était réunions de concertation pluridisciplinaire, donc c'est-à-dire des réunions qui sont collégiales, où nous avons des représentants des différentes disciplines, des différentes professions, qui peuvent discuter justement de la pertinence des actes, des parcours ou des soins qui sont apportés aux patients. Donc ces RCP, comme on les appelle, elles sont réglementaires en oncologie notamment. Et nous avons également mis en avant les staffs infectieux que nous avons mis en place avec le service de chirurgie orthopédie, avec la réanimation. Et aussi, nous avons une RCP dans le soin de suite et de réadaptation de notre service pour tout ce qui est parcours de soins du patient, projet de soins personnalisé du patient handicapé. Donc ça, c'est ce que nous avons mis en place. Sur tout ce qui concerne la coordination des équipes, donc je parlais autour du parcours du patient, ce qui nous a paru important, c'était justement le moyen de communication de ces équipes qui ne sont pas ensemble sur un même lieu, au même moment. Et donc, nous avons bien entendu finalisé l'informatisation du dossier médical et aussi organiser ce dossier médical pour pouvoir donner un accès direct aux professionnels sur certains documents que nous avons identifiés comme importants, comme par exemple la traçabilité de la personne de confiance lorsqu'on a besoin de la contacter rapidement. Nous avons également, depuis déjà plusieurs années, des organisations de simulation en équipe, notamment autour de la prise en charge du patient polytraumatisé, puisque nous sommes un trauma center de niveau 1, donc ça fait partie de notre pratique, pas quotidienne, mais pratiquement. Et donc ces simulations se déroulent 1 à 2 fois par an depuis déjà un certain nombre d'années. Et nous avons également des accueils un peu sur ce type d'accueil polytraumatisé qui sont protocolisés. Donc par exemple, l'accueil au centre de traitement des brûlés des patients ou un accueil en coronarographie. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, lors de la visite de certification, nous avions un parcours patient sur la coronarographie avec l'expert visiteur qui était en salle en train de visiter les locaux et qui s'est retrouvé à avoir en direct un accueil de patients amené par le SAMU. Donc, il a pu observer en direct le travail d'équipe qui a été effectué. Voilà.
Nous avons aussi l'objectif de maîtrise des risques professionnels au sein des équipes. Donc là, bien entendu, tous les traceurs permettent d'évaluer ces pratiques. On a l'identitovigilance, le médicament. Voilà, ces pratiques sont évaluées à travers beaucoup de traceurs. Ce que nous souhaité mettre en avant, c'est essentiellement la cohérence du plan de formation, notamment par rapport à l'accueil des nouveaux arrivants, puisqu'on sait que c'est une difficulté d'intégrer quelqu'un au sein d'une équipe qui doit absorber ces nouvelles pratiques, la communication, le fonctionnement. Donc c'est ce point-là que nous avons travaillé notamment. Concernant l'évaluation des pratiques par les équipes, ça, nous l'avons vu à travers l'audit système entretien professionnel, puisqu'en fait, ce sont les professionnels de terrain qui sont interrogés sur leur connaissance de la démarche d'amélioration continue de la qualité, leur implication également. On a parlé d'implication tout à l'heure, donc là, typiquement, c'est ça qui est évalué. Et c'est à titre individuel, certes, mais finalement, ça montre une participation à la vie de service, à la fois en tant que voix, puisqu'on s'exprime, et à la fois en tant que récepteur, puisqu'on reçoit ces informations, on a connaissance de la vie du service, des indicateurs qualité, des résultats des analyses de risque comme les RMM ou les CREX. Donc voilà, c'est l'implication des professionnels. Et cette notion, cet objectif a son pendant dans le chapitre 3 du management, puisque c'est la façon dont le management va porter cette démarche à travers, par exemple, le programme Pacte HAS, à travers les démarches d'accréditation en équipe, à travers aussi favoriser ces analyses de risque et les déclarations des événements indésirables. Donc ça, c'est ce qui était abordé dans le chapitre 3 et que nous avions travaillé. Et je trouve qu'effectivement, c'est un programme très, très riche parce que finalement, ce qu'on voit, c'est que le travail d'équipe, il se présente à différents niveaux, au niveau managérial, au niveau des équipes, entre équipes, avec le patient, autour de son parcours. Donc, en fin de compte, le travail en équipe, il est partout. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez réussi à utiliser des différentes méthodes, comme les RMM, les RCP, pour pouvoir effectivement rendre efficace ce travail en équipe et même aller jusqu'à l'évaluer. Donc ça, je trouve que votre démarche est tout à fait complète et tout à fait, je dirais, reproductible ailleurs. Et ça, je vous en remercie. Merci. Alors, donc là, effectivement, on a vu toutes les approches possibles que vous avez mises en place. Maintenant, concrètement, quand les experts visiteurs sont venus, qu'est-ce qu'ils ont évalué donc, au cours de leur visite ? Donc, en dehors de l'audit système dont on vient de parler, c'est surtout à travers le parcours traceur qui est... que le travail en équipe est évalué. Et donc, il y a un temps d'entretien avec l'expert visiteur au cours duquel l'expert visiteur va recevoir tous les protagonistes, en fait, tous les intervenants sur ce parcours, les extérieurs du service, ceux du service, ceux des services, lorsqu'il y a plusieurs services impliqués. Donc, au cours de cet entretien, chacun explique son rôle, la façon dont il communique les informations. Il y a bien sûr, ces données sont confrontées au dossier médical qui est analysé, qui a été sélectionné et qui est analysé dans le même temps. Et dans un deuxième temps, l'expert visiteur avec un accompagnateur va faire une visite réelle, comme s'il était lui-même le patient, et rencontrer cette fois-ci des professionnels de terrain au gré de cette visite. Et donc, il peut interroger n'importe qui. Tous les professionnels qu'il rencontre dans son chemin du jour. Quoi. Ça permet de voir si ce qui a été énoncé dans une salle est la réalité, arrivée jusqu'au niveau du terrain, à la fois en connaissance et à la fois en pratique. En termes d'appropriation, effectivement, par les équipes de ce travail sur les parcours. Oui, tout à fait intéressant, effectivement. Donc, merci pour cet éclairage. J'ai une autre question aussi à vous poser. Tout à l'heure, vous avez parlé de démarche d'accréditation en équipe. Je pense que vous avez donc mis en place cette démarche. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, tout à fait. En fait, notre équipe d'imagerie, qui est une équipe d'interventionnels, a porté, sur l'impulsion de la certification, a démarré cette démarche et puis l'a portée jusqu'au bout. Donc, c'est une démarche qui est vraiment intéressante puisque elle a valorisé ce qui finalement était déjà fait à leur échelle, notamment tout ce qui est déclaration d'événements indésirables et analyse de risque. Ça a stimulé, ça a créé une dynamique de groupe. On parlait de travail en équipe, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant et qu'on souhaiterait étendre aux autres spécialités interventionnelles, puisque sur
le site de la HAS, on a, concernant les équipes qui sont concernées par cette démarche, la liste des critères à remplir. Et donc, voilà, comme on a pas mal de chirurgie, de réanimation, on a ce projet d'étendre ça aux autres équipes. Ah, effectivement, on voit que dans notre établissement, les équipes d'imagerie sont très souvent très mobilisées pour ces démarches d'accréditation d'équipe, parce qu'elles ont l'habitude de travailler ensemble, sont des prestataires. Donc, je vois effectivement votre démarche est, je dirais, un peu aussi exemplaire. Je pense que nos collègues sur le terrain pourront peut-être vous solliciter pour avoir votre avis. Je pense que vous allez être très plébiscité. Dans vos propos tout à l'heure, vous parliez également donc bien sûr de travail en équipe et de la démarche Pacte, Pacte donc HAS. Donc le Pacte, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le programme d'amélioration continue par le travail en équipe. Voilà, pour un peu vous préciser. Et vous, concrètement, comment vous avez conduit cette démarche? Parce que la démarche Pacte HAS est assez importante, elle est assez lourde à porter. Concrètement, comment vous avez mené cette démarche? Donc, en 2017, effectivement, notre établissement s'est inscrit dans la démarche. Ça faisait partie des premiers établissements. Il y a eu, c'était le début de la démarche Pacte. Et nous avions choisi le thème du polytraumatisé. Donc, ça a été un petit peu compliqué, effectivement, puisque nous avons dû former plus d'une centaine de personnes. Ça a impliqué le bloc, la radiologie, les urgences, la réanimation, les chirurgiens. Donc, ça a été assez dense, très intéressant. Et aujourd'hui, on voit que pratiquement toutes les actions qui ont été décidées à la suite de cette analyse et de cette réflexion commune sont toujours pérennes, elles persistent. Ça fait partie de notre prise en charge de l'accueil polytraumatisé aux urgences. Simplement aujourd'hui, ce qu'on souhaiterait, c'est refaire ce genre de démarche, mais de façon peut-être plus dynamique, donc sur des plus petits groupes. Voilà. Mais effectivement, c'était extrêmement intéressant et fructueux. Alors, je vous invite à venir nous rejoindre à Starax parce qu'effectivement, c'est partie de notre programme d'action je fais un peu de publicité, voilà, un peu de promotion de notre structure qui dans son programme d'action, donc, met en place des programmes Pacte avec effectivement, en s'appuyant sur l'expérience que vous avez vécue, et bien de faire une démarche un peu plus allégée, on va dire, un peu plus opérationnelle et avec des petites équipes. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien effectivement, venez travailler avec nous, venez travailler aussi avec les équipes qui ont déjà fait ce genre de démarche. Donc, en conclusion, si je vous écoute bien, c'est que finalement, le travail en équipe, il a été partout, en permanence. C'est un des fondements de votre fonctionnement. J'ai l'impression, et même au niveau de la façon dont vous avez piloté cette démarche de certification, j'ai l'impression que ça a été le socle de votre fonctionnement, peut-être, non? Alors, c'est vrai que déjà, du point de vue militaire, on a l'habitude de travailler en équipe. Et lors de cette certification, nous étions initialement en train de préparer la V14, comme on a dit tout à l'heure. Et nous avons dû changer et donc on s'est retrouvé à garder nos pilotes de thématiques. Et finalement, ce qui a été intéressant, c'est que de nombreux critères, pratiquement tous les critères recoupent les thématiques de la V 2014, ce qui fait que la cellule qualité finalement a fait un travail de coordination de ces pilotes pour qu'ils travaillent ensemble, puisque par exemple la douleur va toucher le processus douleur, mais aussi le processus médicament, le processus droit des patients, accompagnement et fin de vie. Enfin, vous voyez, donc beaucoup de critères se recoupent et notre travail finalement, ça a été de créer un travail d'équipe masqué au sein de l'hôpital. Alors, masqué, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un facteur clé de succès chez vous, en tout cas. Et c'est probablement, j'imagine, un des piliers fondamentaux de toute démarche d'amélioration de qualité qui est basée sur le travail en équipe et le respect mutuel. Voilà. En tout cas, merci Sandrine de votre présentation. Je pense qu'elle aura enthousiasmé tous les professionnels qui nous écoutent aujourd'hui. Merci à vous et puis je vous souhaite une bonne suite dans vos démarches. Voilà. On attend avec vos résultats avec impatience. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole donc à Madame Vincent. Alors, je ne sais pas si... Voilà, Madame Vincent. Voilà, donc, Madame Vincent, donc, bonjour. Je suis ravie de pouvoir échanger donc, avec vous sur votre expérience également de la nouvelle certification. Vous êtes directrice de la clinique Saint-Jean-de-Dieu, donc un établissement privé dans le 7e arrondissement. Et vous avez cette particularité, c'est ce que vous m'avez expliqué quand on s'est rencontrés, que vous êtes dans l'établissement depuis longtemps, que vous avez connu toutes les certifications, donc vous avez une longue expérience de ces démarches. Et en plus, donc là maintenant, vous allez aussi pouvoir nous expliquer, peut-être en vos propos, comment vous avez pu comparer, quelles évolutions vous avez pu voir dans ces démarches. Donc je vous remercie de témoigner sur une thématique qui n'est pas forcément facile. Vous allez voir, la thématique ville-hôpital, on en parle, tout le monde en parle.
Effectivement, ça paraît une évidence. C'est un enjeu stratégique maintenant pour l'établissement de santé, mais c'était aussi d'autant plus important dans la période Covid. Et je pense que voilà, ça va être une démarche qui va être aussi, qui va nous apporter beaucoup de conseils. Alors, comment vous avez fait? Comment vous avez pu aborder, vous, concrètement, cette thématique? Vous qui travaillez dans une clinique privée, comment vous êtes? D'abord, vous avez décrypté ce critère du manuel qui n'est pas facile, hein, parce qu'il y a beaucoup d'éléments d'évaluation. Il y a 8 éléments d'évaluation, donc c'est important. Comment vous avez procédé concrètement? Alors, de façon tout à fait méthodique, on a essayé du moins d'être méthodique dans cette évaluation. Peut-être que je vais peut-être juste présenter justement pour comprendre l'enjeu au niveau du territoire, l'établissement. Nous sommes un établissement chirurgical avec 3 pôles de chirurgie, à la fois adultes et pédiatriques, et puis un pôle de cancérologie qui est un pôle d'excellence avec 4 autorisations de chirurgie et puis un service de chimiothérapie. Donc un établissement privé avec plus de 90 praticiens libéraux qui consultent à la fois en ville ou sur le site de la clinique. On a la particularité d'être aujourd'hui et depuis 2020 un groupement de coopération sanitaire qui a joint 2 fondations, la Fondation Saint-Jean-de-Dieu de laquelle nous sommes issus historiquement, et puis du partenariat que nous avons mené avec la Fondation Cognac G, qui justement était plus ancrée sur le territoire et sur notre activité de cancérologie. Et voilà, depuis, on va dire, 15 jours avant la première crise Covid, nous sommes devenus partenaires de la Fondation Cognac G. Et c'est avec elle aussi que nous menons aujourd'hui des actions de partenariat pour justement améliorer les parcours du patient. Voilà. Donc, effectivement, nous avons essayé d'être méthodiques sur ce critère qui, à première lecture, je l'avoue, peut paraître justement pour des établissements privés comme le nôtre, en plein Paris, exclusivement chirurgicaux, paraître un enjeu un peu inatteignable, surtout sur justement cette logique de parcours territorial. Lorsqu'on a la PHP autour de nous, c'est sûr qu'on n'est pas forcément un établissement de recours. Donc, ce que nous avons fait, on a pris l'ensemble des événements, les éléments d'évaluation, et puis on a essayé de les catégoriser. D'abord, tout ce qui ne nous concernait pas. Donc là, je pense qu'il faut être très vigilant et bien valider avec son chef de projet les éléments d'évaluation qui ne concernent pas l'établissement. C'était notre cas. Sur la santé mentale, la psychiatrie, les admissions aux urgences, nous n'étions pas concernés. Voilà. Donc ça, on l'a validé avec notre chef de projet. Nous n'étions pas concernés. Ce qui était OK, c'est-à-dire on remplissait les critères, remplir l'Aurore, je pense qu'aujourd'hui, ça n'est plus un secret pour personne. Passer des conventions avec les partenaires, notamment sur les conventions ou les réseaux, sur les structures d'aval, lorsqu'on est un établissement de chirurgie, on va dire que ça, c'est déjà ancré depuis longtemps. Peut-être petite subtilité aussi, nous n'avions pas compris que nous pouvions déposer l'ensemble des éléments de preuve dans le Calista en amont. Nous n'avions déposé dans le Calista que les éléments de preuve qui nous étaient demandés. Or, on s'est rendu compte qu'on aurait pu le faire en amont, donc ça aurait pu être utile. Les experts visiteurs ont souligné que ils auraient pu prendre connaissance de ces documents en amont. Les critères sur lesquels on était en capacité de s'améliorer, on avait un très mauvais indicateur sur notre lettre de liaison. On avait 28% en qualité de lettre de liaison. Donc voilà, c'était un enjeu pour vous. Pour nous, on savait qu'on pouvait s'améliorer. Également sur tout ce qui est prérequis open, tout le monde est concerné aujourd'hui et tout le monde n'est pas au rendez-vous aujourd'hui à 100% des prérequis open. Et ça, c'est les enjeux notamment de MS Santé, notamment sur justement notre capacité à adresser des documents sécurisés aux partenaires de ville. Donc c'est un travail à mener en interne. Et puis les critères sur lesquels, les éléments d'évaluation sur lesquels nous n'étions pas du tout au rendez-vous et sur lesquels on n'imaginait même pas comment on pourrait répondre. Voilà. Donc c'était notamment le cas justement sur la participation aux projets territoriaux de parcours. En quoi étions-nous un établissement de recours? En quoi avions-nous une politique d'aller vers les établissements, notamment des établissements aussi médico-sociaux? Et en quoi on contribue également au développement des CPTS. Lorsqu'on voit cet acronyme, tout le monde n'est pas forcément au fait de ce qu'est un CPTS ou une CPTS, parce qu'il s'agit des communautés professionnelles de territoire de santé.
Donc voilà, on s'est posé cette question et on est allé creuser et en tentant d'anticiper justement en amont comment y répondre. Et puis là non plus, nous n'étions pas vraiment au rendez-vous sur tout ce qui était promotion de la recherche. Nous avions certes des praticiens libéraux qui publiaient, mais nous n'avions pas véritablement développé une politique de recherche. Voilà. Donc on a essayé de catégoriser. Donc en fait, vous avez fait un état des lieux de vos points faibles, de vos points forts, de vos points d'avancement. Tout à fait. Donc effectivement, on voit bien qu'effectivement la difficulté, c'est de les... Tout ça en équipe, bien sûr. Bien sûr, j'imagine qu'effectivement, il y a le travail d'équipe qui est derrière tout ça. Il y a aussi effectivement la connaissance. Et puis cette conjonction, vous êtes devenu partenaire de la Fondation Cognac G aussi, qui a aussi apporté peut-être une nouvelle orientation. Oui, une dynamique. Une nouvelle dynamique aussi, hein, et des ouvertures, parce que c'est ce que vous allez nous présenter. Donc vous avez fait un état des lieux, je trouve méthodique, je veux dire classique, on va dire, mais qui est efficace. Voilà. Et donc, on voit bien que la démarche de partenariat, d'aller vers les autres, n'était pas forcément évidente dans votre culture et dans votre fonctionnement. Alors, comment vous avez fait pour développer justement ces relations avec la ville et avec les autres partenaires, des autres structures de santé de votre territoire? Parce que finalement, le point à améliorer, c'était quand même bien celui-là. Comment vous êtes organisé? Comment vous avez réussi à trouver des leviers, des opportunités pour avancer sur ce sujet? Alors, sur la thématique des projets territoriaux de parcours et justement notre capacité à se positionner en tant qu'établissement de recours et en tant qu'établissement exclusivement chirurgical, on a effectivement mis en avant l'ensemble ce que nous avions mis en place dans le cadre des premières vagues Covid. Notre capacité à s'adapter très vite, donc de pouvoir transformer très rapidement un service, un établissement de chirurgie en un établissement de médecine. On a pu être, en moins de 3 jours, devenir un établissement recours de médecine réa, post-réa pour les établissements parisiens et de limite de Paris. Et puis notre capacité à passer très vite aussi convention et devenir établissement de recours également justement pour les établissements de la PHP qui se trouvaient dépourvus de blocs opératoires et d'anesthésie. On a été en capacité très très vite de passer convention et de récupérer des interventions chirurgicales d'urgence en cancérologie, en pédiatrie également et en les examens de gastro-entérologie. Donc on a reçu des praticiens de la PHP sur notre site de bloc opératoire pour pouvoir réaliser ces interventions et ces examens, et ça a très bien fonctionné et c'est je pense la première marche qui prouve notre capacité à pouvoir s'adapter et devenir un établissement de recours, y compris pour la PHP. Voilà. Alors, donc vous avez démontré des capacités d'adaptation, des capacités d'ouverture, de création de liens, après ce que vous me dites. Vous avez utilisé aussi l'opportunité, qui était malheureusement cette pandémie Covid qui nous touche tous. Mais c'était aussi l'occasion de pouvoir développer ces partenariats. Et donc, aussi, ce que nous a permis aussi la recrudescence des téléconsultations. Aussi d'aller vers. On a imaginé qu'on pourrait aller vers les établissements EHPAD pour créer des consultations avancées avec des chirurgiens avec du matériel spécifique, de pouvoir aller vers des maisons de santé pour créer des dépistages de cancer sur des personnes handicapées. Voilà. Alors donc, cette démarche de partenariat, vous l'avez construite de façon très rapide. Oui. Quels sont les facteurs de succès? Parce qu'effectivement, de dire, nous sommes allés vers les autres, nous avons créé des partenariats. Effectivement, on a envie de savoir un peu plus, savoir comment vous avez fait, quels sont vos atouts dans votre structure, quelles sont vos ressources, quels sont vos leviers qui vous ont permis d'être aussi réactifs et aussi productifs et aussi efficaces dans ces partenariats. Je pense que si on doit passer un message, il faut, sur ces sujets-là, être en capacité d'anticiper. Il faut pouvoir anticiper, justement, de prendre contact. Créer une CPTS dans un arrondissement, ça ne se fait pas du jour au lendemain.
On a été, là aussi, je conseille sur la création des CPTS de pouvoir prendre attache auprès de l'ARS. On a eu la chance de pouvoir échanger avec le docteur Michel Homs qui nous a explicité comment, voilà, au sein des CPTS parisiens, comment ça s'organisait aujourd'hui. Tout ça est un peu naissant. Mais voilà, ça aboutit sur le 15e arrondissement. Aujourd'hui, l'établissement de Cognac-G, avec qui on a travaillé sur ce sujet, vient de devenir adhérent et participe au conseil d'administration du premier CPTS du 15e arrondissement. Donc voilà, c'est relativement tangible et porteur, voilà, pour notre établissement de le devenir dans le 7e arrondissement. Voilà. Effectivement, les CPTS sont très prometteuses, c'est très porteur aussi actuellement. Tout à fait. Donc, on voit effectivement que vous avez développé, mis en place une très belle dynamique et très, très efficace. J'aurais une dernière question. Le plus important, c'est de montrer la dynamique. On n'est pas forcément toujours au rendez-vous, mais de montrer cette dynamique. C'est ce qui est le plus important et de montrer quels sont les enjeux. Et finalement, on comprend nous-mêmes que en allant explorer sur des terrains qui ne sont pas forcément les nôtres, à quel point ça peut être intéressant et enrichissant. Ouais. Donc effectivement, la démarche de certification vous a boosté un peu, finalement, peut-être. Donc on peut dire ça comme ça. Donc merci à l'HAS et à ces démarches qui nous font avancer beaucoup plus vite qu'on ne le penserait parfois. Et puis voilà, j'ai aussi une dernière question. Vous êtes directeur d'établissement depuis longues années, notamment donc dans cette clinique. Tout à l'heure, vous avez dit qu'effectivement, vous avez connu toutes les démarches de certification. Donc j'aimerais bien savoir maintenant peut-être quel est votre regard que vous portez par rapport à ça. Comment d'abord cette visite a été vécue par les professionnels et puis quelles évolutions vous avez pu voir, quels sont les points positifs de cette nouvelle certification, comme tout à l'heure monsieur Vanek nous l'a rappelé. Je partage tout à fait les retours d'expérience qu'a partagé Anne Chevrier tout à l'heure. Une très belle dynamique des équipes qui ont été très impliquées dans la préparation de cette certification, mais aussi qui ont eu sur la visite elle-même un très bon retour. Une grande satisfaction de pouvoir partager leur quotidien véritablement. Et c'est vrai que quand on l'apprécie au travers d'un parcours, c'est plus limpide, c'est plus facile d'être en capacité aussi au cours d'une visite de mettre tous les acteurs, d'une personne de l'accueil, des admissions, sorties, d'un soignant, d'un aide-soignant, d'un chirurgien autour de la table, qui sont fiers de montrer à quel point en équipe ils arrivent à contribuer au parcours du patient, parce que tout le monde n'a que ce souci-là en tête. C'était de façon très simple aussi, attention, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on ne nous demande pas, c'est pas une interrogation, chacun décrit son quotidien et aussi très fier de le faire, et ça se passe très simplement. On a eu la chance, et je pense que c'est le cas de tous les experts aujourd'hui, d'être très... d'avoir une visite qui s'est très bien passée, avec des experts très bienveillants, mais qu'on a senti extrêmement rigoureux sur la méthode. Ouais. Écoutez, merci beaucoup pour ce retour. Je pense que ça va enchanter tous les professionnels qui vont passer prochainement leur visite de certification. Voilà, donc une démarche de partenariat qui est un enjeu important, effectivement, de cette certification, dans laquelle on retrouve, bien évidemment, comme vous avez dit, donc les professionnels, mais aussi les patients. Donc, je vais profiter de cette transition pour merci en tout cas, Laurence, d'avoir partagé votre témoignage qui est tout à fait plus qu'intéressant, quoi. Je veux dire, vraiment très dynamique. Donc voilà, maintenant je vais recevoir donc Monsieur Denis. Monsieur Denis, bonjour. Vous êtes membre, vous êtes représentant des usagers. Absolument. Vous êtes membre également de la Fédération nationale des associations de retraités. Donc une très grosse association. Vous êtes engagé depuis très longtemps dans cette démarche. Et vous êtes aussi président d'honneur de cette association maintenant. Absolument, oui. J'ai une longue carrière de représentant des retraités. Et nous sommes engagés dans le travail avec le CIS d'abord, puis avec France Asso Santé. D'accord. Et là, donc, aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau au titre de représentant des usagers de l'hôpital Bellan. Et donc là aussi, vous avez une longue expérience, vous avez participé à de nombreux projets de l'établissement, des projets concourant à l'expérience patient, et puis à toutes les démarches de certification. Donc vous avez donc une très belle expérience, donc vous allez donc pouvoir nous en faire part. Vous me disiez aussi qu'effectivement, cette visite de certification s'est passée aussi en juillet.
Donc c'était donc dans un creux, hein, donc entre deux vagues de pandémie Covid, où il y avait une reprise des activités. Donc c'était donc le temps de préparation aurait été relativement court. Moi, ce que je vous propose, c'est de reprendre avec vous les différents temps de cette certification, en commençant par la préparation à la visite. Comment vous, en tant que représentant des usagers, vous avez été impliqué dans cette préparation, sachant que le temps était relativement Oui, restreint? on a été pris un petit peu, je dirais pas pris de court, mais nous avons commencé cette préparation au mois de juin, fin juin, par une réunion spécifique de la CDU, la commission des usagers, avec les responsables qualité et quelques-uns des chefs de service. Nous avons eu une présentation adaptée du manuel, puisque nous avions... Le Paul Bellan, je le rappelle, c'est un établissement de gériatrie d'une centaine de lits avec un étage de des maladies de gens âgés qui n'ont plus toute leur tête. Et c'est une spécificité dans la mesure où la prise en compte des besoins des patients dans ce cadre-là est légèrement plus compliquée que quand on a des patients qui savent exactement ce qu'ils ont ou ce qu'ils font. C'est ensuite, nous avons été amenés à rencontrer dès le début les experts visiteurs, mais nous n'étions pas très nombreux dans cette opération, puisque sur les 4 représentants d'usagers, de titulaires, de suppléants, il y en avait une qui avait démissionné, il avait disparu des radars, et un autre qui était en congé. Et la troisième collègue était en visio et ça marchait avec quelques va-et-vient. Mais nous avons donc été obligés de préparer ça, mais comme nous étions depuis longtemps en grande confiance avec le service qualité, nous avons pu faire ça assez vite et assez bien. Est-ce que vous avez été associé dans la préparation aux patients traceurs? Alors, les patients traceurs, dans le cadre de Bellan, il y a eu des expériences, il y a eu des patients traceurs. Malheureusement, nous, on a été pris un petit peu dans les urgences de la pandémie et dans les complications dues à la pandémie, et nous n'avons pas participé en tant que RU dans les patients traceurs. Mais il y en a eu, mais je crois qu'il y a un de mes collègues qui a pu participer à une séance de patients traceurs. D'accord, donc on sent bien qu'effectivement la période de préparation était courte, mais comme vous connaissez très bien le service qualité, la direction, je veux dire qu'il y avait aussi ces prérequis qui étaient déjà quand même présents. Alors maintenant, si on vient au moment de la visite de certification, lorsque les experts sont venus donc à l'hôpital Paul Bellan, comment vous avez été impliqué à quelles étapes, à quel moment vous avez été impliqué dans cette visite de certification? J'étais présent à l'ouverture. Oui, j'imagine bien. J'ai eu un entretien justement avec ma collègue en visio, avec un expert visiteur. Et puis, j'ai participé évidemment à la restitution de la certification. Et nous avons pu, de cette façon, suivre le trajet sur les 4 jours et demi de certification. Et nous avons vu comment ça s'est passé et les conclusions qu'ils en ont tirées. Et c'était à la fois plus simple que dans le passé, moins littéraire, plus basé sur des indicateurs et plus compréhensible. Et moi j'ai bien apprécié, la restitution était très claire et je pense que tout le monde a dû apprécier cette façon de travailler plus claire. Alors, l'entretien avec le coordonnateur de visite est un moment clé quand même pour vous. De quoi avez-vous parlé? Quelles ont été les questions que vous ont Alors, les questions, ça a tourné effectivement autour de l'implication du représentant d'usagers. J'ai été amené à modérer un petit peu les enthousiasmes
dans la mesure où, effectivement, je suis impliqué depuis très longtemps à Bélan, depuis 20 ans, et je fais un peu partie des meubles et de la famille. Mais je pense que la pandémie nous a coupé l'herbe sous le pied, nous a beaucoup gênés. Dans la progression de votre démarche, La progression de la démarche, et même nous n'avons pas, pendant 1 an et demi, nous n'avons quasiment pas eu de contact avec la clinique, avec l'hôpital, pour des raisons qui tiennent au fait que, mon Dieu, ils avaient peut-être autre chose à faire, il y avait des urgences, ils n'avaient pas beaucoup de personnel, soit malade du Covid, soit absents parce qu'ils avaient des enfants, etc. Donc des problèmes de RH. Du fait qu'ils ne pouvaient pas travailler comme il fallait la question des relations avec les représentants d'usagers. Mais néanmoins, j'ai toujours eu contact, et nous avons toujours eu le contact, même avec mes collègues. On a programmé quelques réunions qui n'ont pas pu se tenir, des instances qui sont associées que ce soit le clan, le CLUD, etc. Le CLUD, j'imagine qu'effectivement... Il y en a qui ont pu se tenir, des covéris ont pu se tenir, mais des clans, je pense que ça a dû prendre un peu de retard. Mais au-delà, effectivement, de la participation qui a été réduite, effectivement, du fait de la pandémie, je pense que le coordinateur a essayé quand même de comprendre quelle est la dynamique, peut-être, d'implication des rues, comment vous vous êtes impliqués, comment on vous sollicite. Comme tout à l'heure, vous parliez on a repris le travail à partir du mois de mars de 2021. On a repris le rythme de nos travaux, et nous avons fait un bilan des expériences qui ont eu lieu. Il y a eu quand même des étages Covid qui ont été créés, des espaces Covid, et nous en avons fait un peu le bilan ensemble. Et ça a été quelque chose qui a été assez fort pour l'établissement. Nous avons évidemment, en tant que RU, pris en compte ce bilan, et nous en avons tiré quelques expériences pour le futur sur l'organisation du travail. Alors, j'ai une autre question. Tout à l'heure, Julie Giraud, que vous connaissez bien, qui est la coordinatrice régionale de France Asso Santé, disait que finalement, le manuel, cette certification, donne une grande place à l'implication des usagers, mais que finalement, dans le quotidien, ce n'était pas encore quelque chose vraiment d'acquis. Enfin, tout le monde le sait bien. Et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, pour vous, qu'est-ce que ça représente, l'implication des usagers? Est-ce que des représentants des usagers dans les structures? Quel est votre point de vue sur cette question? Je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a le problème vis-à-vis des soignants. Il faut que nous soyons bien connus, mieux connus. Bon, il y a des affichages sur la charte du patient, les représentants des usagers, nos coordonnées, etc., qui nous sommes. Et puis, vis-à-vis des patients eux-mêmes, et je crois qu'alors là, il y a vraiment, je ne sais pas si c'est propre à Bélan, mais il y a vraiment un grand trou. Nous avons eu dans le passé, avant la pandémie, des séances, des journées de porte ouverte, où nous avions un stand relation avec des usagers, et les seules personnes qui s'intéressaient à nous, c'était les personnes des établissements autour qui faisaient de la qualité. Mais autrement, les soignants même, ils étaient occupés parce qu'ils travaillaient, et puis les patients ou les familles de patients, ils passaient devant nous sans même comprendre ce qu'on était. Alors on essayait de les harponner, mais généralement ils nous disaient on n'a pas le temps, on vient voir ma grand-mère, etc. Donc, en fin de compte... Mais ça, c'est un vrai problème. Hein, oui, effectivement. C'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'effectivement, on a vraiment cette démarche de vouloir impliquer les patients et les représentants des usagers, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans ces démarches-là, même s'il y a beaucoup d'initiatives. Et je trouve que la nouvelle certification, finalement, c'est un levier aussi pour impliquer davantage. Je pense que l'expérience patient dont vous avez parlé, toutes les expériences que vous menez à Bélan, montrent qu'il y a encore un grand chemin à faire, et on est confiant quand même pour l'avenir, n'est-ce pas? Ah oui, non, mais ça, il y a une équipe de qualité, si je puis dire. Mais je pense que, non, il y a et je pense que
du côté des soignants et des chefs de service en particulier, la prise en compte de ces problèmes tournant autour du patient est totalement assimilée. Ça, il n'y a pas de problème. C'est plutôt... alors, il y a un problème dont on n'a pas touché un mot aujourd'hui, c'est le problème des intérimaires. Ils ont eu besoin d'avoir des intérimaires parce qu'il y avait des trous en matière de personnel. Et les intérimaires, ils n'ont pas forcément connaissance des valeurs et des process de l'hôpital. Et ça, c'est une vraie préoccupation. Alors, je pense qu'on va conclure peut-être notre discussion là. C'est vrai Voilà. que c'est très passionnant. On a vraiment envie de poursuivre nos échanges avec vous. Et je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver, à d'autres rendez-vous. Et je vous remercie infiniment de ce retour. Et merci à la Starax. Merci à vous. J'ai suivi des formations sur le patient traceur. Oui, bien sûr, vous avez travaillé avec nous sur le patient traceur. On a fait des formations avec vous et c'était très intéressant. Voilà, effectivement. Merci. Merci à vous. Je vais laisser maintenant la parole à Majid Talla. Bonjour, Monsieur Talla. Vous êtes donc chef du service du département. Alors, je prends ma petite feuille. Chef du service management, qualité, direction patient, qualité et affaires médicales à la PHP. Donc en fait, voilà. Donc vous êtes arrivé à la PHP il y a 4 mois. Vous étiez auparavant à l'ARS, donc vous connaissez bien ces locaux. Maintenant, vous êtes en charge du pilotage de la certification donc B2020. Voilà. Donc tout le monde connaît bien sûr la PHP, mais effectivement, la dernière fois, vous me sembliez me dire, c'est bon. Oups. Non, ça va être un peu difficile. Attendez, passez par ici, monsieur. Ah, revenez. Oui, c'est vrai. Vous êtes à la CRSA tout à l'heure. Hein. Oui, donc tout le monde connaît la PHP, hein, monsieur Talla, effectivement. Mais est-ce que vous pouvez nous présenter le contexte particulier et les évolutions de son organisation qui impactent ce nouveau pilotage de la certification ? Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord pour cette invitation. Donc, personnellement, ça me fait plaisir de retrouver l'ARS ainsi que la Starax que j'ai quitté il y a 4 mois. Voilà. Et donc, pour répondre en fait à cette question, juste donner quelques chiffres clés et vous dresser un peu la nouvelle organisation de la PHP afin de mieux comprendre après les retombées et toute l'organisation qui a été mise en place autour de la mise en œuvre de la nouvelle procédure. Donc la PHP, voilà, tout le monde connaît, c'est 39 hôpitaux qui accueillent chaque année environ 10 millions de patients, voilà, tout profil confondu, que ce soit en consultation, urgence, hospitalisation programmée, et j'en passe. C'est le premier employeur d'Île-de-France, parce qu'il y a environ 100 000 personnes y travaillent, que ce soit des médecins, des chercheurs, du personnel administratif, du paramédical, etc., etc. Et ça fait environ 13 000 médecins et pour 60 000 personnels paramédicaux et socio-éducatifs. Là, par contre, depuis plus d'1 an et demi, donc la PHP s'est lancée d'une nouvelle organisation qu'on appelle la nouvelle APHP, qui était un sacré chantier avec beaucoup d'impact en termes d'organisation. Cette nouvelle APHP, il y a 2 composantes, on va dire, essentielles. 2 nouveautés, il y a au total 6 GHU actuellement, donc des regroupements d'établissements. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous donner un ordre d'idée de nombre d'établissements que ça comprend, chaque GHU, ça va du plus petit qui est le GHU Seine-Saint-Denis qui regroupe 3 établissements jusqu'au GHU Paris-Nord avec 8 établissements au total. Et bien évidemment, à côté des GHU, il y a tous les établissements hors GH, Paul Doumer, Saint-Salvador, Hondaï et Berck, et puis sans oublier l'hospitalisation à domicile. Parallèlement à ces GHU et en remplacement des pôles médicaux, donc qui ont laissé leur place à ce qu'on appelle des départements médico-universitaires, des DMU. Et ça, c'est une notion très très importante qui joue sur toute l'organisation. En fait, les DMU réunissent des services autour de filières et pour aussi une cohérence universitaire. L'objectif, pour le faire court, c'est essayer un meilleur rapprochement entre les 3 dimensions, le soin,
l'enseignement et la recherche. Donc, une fois que j'ai dit ça, pour vous dire un peu comment va se décliner la nouvelle certification, oui, j'aurais dû commencer par ça. Moi, contrairement à mes voisines, la PHP n'est pas encore visitée, mais ça avance à grands pas. Donc, c'est demain, mais voilà, la dynamique, elle est bien lancée, malgré le contexte très compliqué, que ce soit la crise sanitaire et RH. Donc, comment va se décliner donc, cette nouvelle itération au niveau de la PHP d'abord, le calendrier il est très étalé. Ça va être un grand marathon qui commence mai 2022 et qui va aller jusqu'à presque fin 2022 avec le GHU Sorbonne, dans le premier site qui sera visité. C'est le site de Rothschild. Tout ça va continuer jusqu'en juin 2024 avec le dernier site qui est GHU, dans le GHU Centre, qui est l'HEGP. Donc, on voit très bien que c'est un travail de grande haleine. Par contre, la grande nouveauté qui est liée au changement de paradigme de la nouvelle procédure, c'est que le périmètre, on n'est pas du tout sur le même périmètre que l'avait 2014. Ça change complètement la donne. Donc, on ne raisonne plus certification par groupe, par GH, GHU. Là, on est vraiment à une certification au niveau le plus près, le plus pertinent. D'ailleurs, ce qui se comprend tout à fait, puisque le fondement principal de la nouvelle certification n'est plus sur une culture de résultats qu'une culture de moyens. Donc, il faut aller au plus près des sites et des équipes. Donc, cela veut dire qu'en fait, finalement, c'est une visite par site, autant de sites qu'il y a dans un groupement, et avec une décision qui se fait au niveau du site et non au niveau du GHU. Donc, du coup, en termes d'organisation, en fait, ça va être des procédures communes de certification, on va raisonner par groupement. Ça veut dire qu'en fait, les établissements, les sites des différents GHU vont être visités sur des intervalles de temps assez rapprochés. Et puis, ce qui change également, c'est en termes de gouvernance, parce que là, la gouvernance sera faite une fois au niveau du premier site visité d'un GHU. Et bien évidemment, il y aura forcément des spécificités ou des particularités. Et là, on est en train de travailler, on a des échanges en cours avec la Haute Autorité de Santé sur quelques critères où c'est plus pertinent de les évaluer au niveau du site qu'au niveau du GHU. Et donc, face à cette complexité, 39 hôpitaux, 6 GHU, comment le siège a-t-il décidé de coordonner cette démarche de certification? Donc, on a bien vu donc les différents strates, mais concrètement, comment donc effectivement vous avez mis en place un dispositif de coordination, j'imagine? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Exactement, d'ailleurs, c'était l'objet de cette invitation, de cette présentation. Oui, alors le dispositif de coordination qui est mis au niveau de la PHP, très étroitement avec les GHU et avec les établissements hors GHU. C'est pour vous donner un peu, je vais le présenter de façon très schématique parce que là c'est l'organisation actuelle dont je vous parle, mais vu le calendrier étalé sur 2 ans, on aura forcément en avance en marchant, donc on aura forcément des adaptations au fur et à mesure. Mais pour vous donner une idée sur l'organisation de la gouvernance, d'abord c'est une organisation qui est structurée et qui est formalisée. Elle s'organise, elle s'appuie sur différentes instances situées au niveau des 2 strates. Donc, il y a d'un côté le niveau central, donc le siège, etc. Et là, elle repose essentiellement, on va dire, sur une instance et 2 nouveaux organes qu'on vient de mettre en place pour s'adapter à la mise en œuvre de la nouvelle itération. On a d'abord une instance préexistante qui s'appelle un comité de management de la qualité où il y a vraiment tout le monde concerné par les sujets, les thématiques qualité et sécurité des soins au-delà de la certification. Donc ça, c'est une instance qui se réunit tous les mois autour de la table, aussi bien des directeurs qualité, des cadres experts, des directeurs de soins, etc. Donc voilà, mais ça va au-delà de la certification. Et là, pour avancer sur l'accompagnement de la mise en œuvre de la certification et de la préparation, donc il y a un organe qui est en cours de mise en place au premier trimestre 2022 que l'on a dénommé Club Certification. Il a plus un rôle de pilotage stratégique et de coordination. Et ses missions principales, c'est partager les démarches en cours et les démarches réalisées dans le cadre de la préparation de la certification, capitaliser dessus parce qu'on avance GHU par GHU et le retour d'expérience est très important. Et puis aussi, cet organe-là, son rôle, c'est de partager l'analyse des résultats à l'issue des différentes visites parce qu'il y aura forcément des décisions, des actions
formation qui releverait plutôt du niveau institutionnel que niveau GHU lui-même et qui serait commun à l'ensemble des sites. Et un deuxième organe qui est très très intéressant, et là il a vraiment un rôle opérationnel, c'est ce qu'on appelle le cercle des experts visiteurs. Et c'est vrai que nous avons cette chance à la PHP d'avoir un vivier. Ça c'est vrai, c'est vraiment une belle opportunité, une belle richesse pour vous. Exactement, oui, on le voit parce que là, c'est un cercle qui a été mis en place depuis le mois de septembre. On a un vivier de 29 experts visiteurs, aussi bien coordinateurs de visite que médecins patients traceurs, et aussi des experts visiteurs personnels soignants, cadres, sages-femmes, et aussi des experts visiteurs gestionnaires. Donc c'est vraiment un rôle très opérationnel. Donc ce cercle, il est là pour capitaliser sur les retours d'expérience des experts visiteurs eux-mêmes, parce que ils ont beaucoup d'expérience sur le terrain, donc qui permet de faire bénéficier à la PHP et aussi nous éclairer sur des points de vigilance. Et parallèlement, concrètement sur un plan opérationnel, ce qu'on a prévu avec ce cercle-là, premier trimestre 2022, donc on va déployer des audits à blanc des différentes méthodes traceurs, notamment bien sûr on va commencer par le premier concerné, le GHU Sorbonne. Donc tout ça s'organise, sur les différentes méthodes, que ce soit patient, parcours traceur, etc. Et puis également nous apporter un éclairage sur nos actions de formation et de communication au fur et à mesure qu'on avance dans le calendrier. Dernièrement, on a mis le focus, un chantier particulier sur les critères impératifs, parce qu'il faut commencer par ça. Donc là, on est en train de travailler dessus, avec travail sur les grilles d'évaluation, des éléments de preuve, et aussi aller plus loin que l'auto-évaluation. C'est qu'à la fin, aboutir à un plan d'action dont des actions pourraient être communes et définir un socle commun que personne, qu'on ne perde pas de temps à réinventer la roue concernant les 17 critères impératifs. Ici, effectivement, quels pourraient être en synthèse les 5 objectifs ou les objectifs principaux que vous poursuivez au niveau de la PHP? Oui, les objectifs principaux. Les orientations stratégiques, justement, en fait, au-delà de la gouvernance, c'est vrai, j'ai malheureusement le temps imparti et très serré, donc on va aller très vite. En fait, les objectifs, au-delà de la gouvernance, en termes d'outillage des GHU et des sites, ils sont déclinés, ils doivent répondre à 5 objectifs. C'est de communiquer sur la nouvelle procédure, c'est de former les professionnels, de repérer et travailler sur des points de vulnérabilité, et puis intégrer les RU dans la démarche de certification et renforcer les démarches de mesure et d'analyse des résultats. Donc tout ça, sur un plan opérationnel, ça se traduit comment? Donc il y a 5 axes essentiels, principaux. Donc il y a la formation. Donc pour votre information, à la PHP, depuis janvier sur l'année 2021, nous avons déployé environ 70 sessions de formation. C'est tout profil. Donc on a aussi bien des médecins, des cadres, des référents qualité, des cadres experts. Donc c'est fait par un prestataire externe. Donc sur les 3 méthodes traceurs, avec à chaque fois des mises en situation sous forme de cas pratiques. Et ça, c'est vrai que ça prend. Deuxième axe, nous avons développé un espace collaboratif qui est partagé, c'est notre SharePoint, dans lequel il y a l'ensemble des informations, des outils qui ont été développés. Et il y a beaucoup d'outils qui ont été développés depuis janvier 2021. Et en fait, c'est pour mieux préparer les sites et les GHU à l'application, à la mise en œuvre des audits à blanc sur les méthodes traceurs. Je donne quelques exemples. Donc, il y a des outils traceurs ciblés médicaments, endoscopie, transport interne, transfusion. Donc, tout ça, ça a été travaillé dans le cadre de groupes de travail avec les professionnels sur le terrain. Et ça fait l'objet de chantiers pilotes, de tests, avant de les déployer, de les mettre à disposition de l'ensemble des GH. Et puis, pour aller plus rapidement, nous organisons depuis début 2021 des ateliers thématiques. Par exemple, atelier sur le rôle de la gouvernance dans la nouvelle certif, le rôle des RU dans la nouvelle procédure, et puis comment s'y prendre pour la mesure de la pertinence des soins. Et là, notamment, je fais le lien avec le projet VBHC, Value Based Healthcare. Donc, je vais peut-être nous traduire peut-être. Oui, en fait, tout le monde a dû entendre parler des fameux PROMS, les oui, PROMS, bien etc. sûr. Et c'est exactement ça. Donc, c'est déployé au niveau de la PHP, dans le cancer du sein, dans la chirurgie orthopédique, PTH, PTG, etc. Bon, ça serait un peu trop long pour rentrer dans le détail. Donc, ça,
ça, c'est des ateliers qui permettent, qui ont beaucoup de succès parce qu'on arrive à plus de 50 par atelier de professionnels. On est là pour répondre à différentes questions pratico-pratiques, comment s'y prendre, quels sont les prérequis, quelle méthodologie, voilà, afin que tout le monde s'en empare, se l'approprie et l'applique au niveau des sites. Alors, si je synthétise, une organisation très structurée, Tout à de fait. nombreuses ressources, une motivation, si on synthétise, beaucoup de ressources et de formation d'accompagnement. Pour conclure votre propos, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire quelles sont les valeurs fortes de la PHP qui vont concourir à ce que cette démarche de certification soit une réussite? En fait, oui, pour conclure, moi je trouve que c'est déjà une chance cette nouvelle procédure parce que vraiment on est dans le résultat et on est au plus près des équipes du terrain. Par contre, voilà, la préparation ainsi que les visites à venir ne doit pas trop nous enfermer dans un cadre. Tout ça, c'est fait que pour la certification et parce que les experts visiteurs ils vont arriver dans 4 mois. Donc, il faut vraiment partir sur une approche intégrative et que de telle sorte que la certification ne soit pas un sujet d'un moment particulier et qu'elle soit injectée dans les pratiques. Et notamment, on essaye de voir comment on fait au-delà de tout ce que j'ai présenté. Donc, ça peut être aussi les valoriser un maximum dans le cadre de PP, dans le cadre de DPC et d'autres solutions à venir parce qu'on a des dispositifs, des mécanismes d'intéressement qui se mettent en place au sein de la PHP, auquel cas, il faudra faire de tout ça quelque chose de cohérent et que ça ne soit plus une affaire de visiteurs experts qui arrivent. Alors, je propose, Magid, qu'on refasse votre rendez-vous entre nous parce que le temps passe vite. Tout ça, c'est très passionnant. Donc, je remercie nos quatre invités de ce matin qui ont pu témoigner de leur expérience, de leur démarche. Je pense qu'il y a une petite question qui va vous arriver, une question de sondage. Il me semble peut-être à l'issue de ces... Alors voilà, la question de sondage qu'on vous pose. Est-ce que ces témoignages vous ont permis de mieux appréhender ces différents enjeux de la nouvelle certification? Alors effectivement, vous pouvez répondre oui, par non ou pas vraiment. Vous pouvez aussi utiliser le QR code. Si vous êtes par exemple en équipe, dans un bureau, vous êtes plusieurs, eh bien, prenez votre téléphone portable et puis utilisez le QR code. Je pense que c'est une pratique qu'on développe de plus en plus souvent. Voilà, donc je vous remercie. Donc, je renouvelle mes remerciements. À vous, c'était vraiment difficile de pouvoir interrompre ces échanges. On aurait bien continué encore. Maintenant, mais écoutez, on va poursuivre on va plutôt terminer cette matinée. Et cette fois-ci, on va se retrouver de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire, on a écouté les professionnels. Maintenant, eh bien, on va écouter le retour d'expérience d'experts visiteurs qui ont conduit ces premières visites. Donc, on attend avec impatience votre retour. Donc, on aura donc le docteur Nérom dans un premier temps qui est là. Et puis, nous aurons aussi le professeur Guidé lui est médecin ciblé sur les patients traceurs uniquement. Donc, c'est une fonction un peu nouvelle. Et le professeur Guidé, on va le retrouver donc, en visio parce qu'il n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui dans les locaux de l'ARS.